Justement, je reviendrai peut-être non sans quelques méandres, puisque effectivement chacun, c'est ça qui est d'ailleurs assez beau, parle, comme on disait autrefois, depuis l'endroit où sans doute il se trouve. Donc moi... D'où tu parles? D'où parlerais-je? Moi-même, je me demande par moments, mais ayant des pratiques, on va dire, littéraires et poétiques un peu, on va dire, malgré moi, mais que j'assume néanmoins, je parlerai de ce point de vue-là. Et ce qui m'a d'ailleurs étonné, et je n'y avais absolument pas pensé, je n'ai absolument pas pensé à parler de ce que nous pouvions faire à Lyon dans le cadre de l'École nationale supérieure des beaux-arts. Pourtant, nous avons une intense activité autour de la littérature. Mais voilà. Vous parler de quoi alors? Eh bien, je ne sais pas. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est quand même de... Oui, le titre est quand même mystérieux. Généalogue Ernesto. Bon. Voilà, effectivement, et ce lapsus, et ce soutenu de ma part, en tout cas, traduit un désir d'opacité et de non-communication que de mon côté, dont je suis assez fervent. Donc, je vous propose, puisque Lionel nous a fait, paraît-il, une intervention d'universitaire, donc moi je vous ferai une intervention enfin voilà, sur un mode à la fois opaque et non communicationnel. Je voulais d'ailleurs d'emblée préciser quelque chose, que bien des choses que je vais énoncer, n'ayons crainte, seront fausses, heureusement. L'avenir de la littérature française est entre les mains des écoles d'art et de la collaboration naturelle avec l'université. Ce qui s'y passe est de la plus haute importance pour le devenir fictionnel et les équilibres, plus qu'on ne le croit, entre la parole, les institutions, les pratiques, les savoirs, les possibilités, le désir, le marché, l'État, l'ensemble des représentations bien sûr et des corps intermédiaires, et des corps eux-mêmes, bien sûr. Si la parole est heureuse, la nation et au-delà le seront. Se trouvent dans les rangs, peut-être pourquoi pas dans les ronds d'ailleurs, se trouvent dans leur rang ou dans leur rond, donc celles et ceux, d'ailleurs plutôt majoritairement celles, qui sont en train de fomenter quelque chose que nous ignorons. Nous n'en savons pas grand-chose, et chauves sans doute aussi, sauf qu'il n'aura pas grand-chose à voir avec ce que nous pouvons imaginer. Et pourquoi? Ces écoles d'art bruissent en France d'un intérêt pour la littérature, le texte polymorphe, la parole, les expériences langagières, pures, dures, amorphes, sophistiquées, brutes ou tièdes, mais aussi le récit, le dialogue, la narration s'arrachent. Un autre canon s'impose, notamment par rapport, bien évidemment, à l'université. La poésie, terme générique et vide par excellence, dont objectivement personne ne se soucie, et d'ailleurs plutôt à juste titre d'ailleurs, paraît sinon enviable, ce serait trop dire, mais en tout cas ouvre un horizon reconnu, accepté, non ultra marginalisé comme d'emblée ailleurs. Elle est présente et elle paraît même curieusement revêtue d'une force d'attraction réelle. Hors circulation monétaire, par son économie simplissime de moyens aussi, tout le monde sait ça, hop, on fait ça avec n'importe quoi, du langage, un bout de papier, ou même sans papier, en parlant, tout simplement. Elle se joue, la poésie, des processus accumulatifs. Un tel engagement, pour si peu d'impact, étonne. Je pourrais vous raconter ce que me racontent mes collègues qui sont artistes visuels. Poésie et poésie, et vie et vie, et poésie et poésie et poésie, proche en cela donc d'une discrimination positive. Ces écoles d'art se sont mises à écrire et le choc est grand. Le choc, naturellement, est simulé, car il y a longtemps déjà qu'auprès de leurs collègues artistes visuels, donc des praticiens de la langue, s'activent et les ont investis. Sous couvert de culture générale, d'enseignement théorique, actualité artistique, on disait autrefois, depuis des lustres, ces individus ont parlé aux étudiants dans, avec, incidemment, et de cet étrange idiome de réalité, de justesse, voire avec un peu d'emportement de justice quelquefois, d'énergie qu'est ou que serait la poésie contemporaine. Par poésie, on entendrait, là de façon plutôt classique, jeune langage et savoir-faire, quelque chose qui se déploie à l'instar de la fresque du bon gouvernement de Lorenzetti, le juste, le bon et le bien, aussi spécieux, impraticable et injustifiable que cette acception le laisse entendre, avec néanmoins la prudence et la magnanimité au premier plan, et la capacité de ne pas pouvoir prononcer le terme ou le mot magnanimité, auquel on adjoindra hermétisme et élitisme pour tous. Car la poésie est un horizon qui étrangement coulisse impeccablement à l'instant présent avec l'art contemporain et le déceptif qu'il impose. On renverra notamment à la dernière Biennale Whitney qui l'an passé, en 2014, invitait en grand nombre des écrivains, des poètes, des artistes visuels contemporains, et bien évidemment ça ne fait que commencer, du moins je l'espère. Deux noms antinomiques, pour revenir plutôt en France, dans l'histoire récente des écoles d'art,
Et de cette présence, ce seront les noms de Pierre Tillman et de Emmanuel Ocar. Deux pans de pratique antinomique au possible. Je précise peut-être que Pierre Tillman, c'est plutôt, on va dire, la tradition française Fluxus et de la performance, mais aussi de la création plastique visuelle. Et Emmanuel Ocar, c'est aussi cet apport d'une poésie conceptuelle et mentale, héritière de la poésie, comme on disait, blanche des années 70, mais qui s'ouvre vers autre chose. Deux pans de pratique antinomique au possible, des mondes, des sensibilités, j'imagine d'ailleurs que le terme les horripilerait l'un et l'autre, deux voix et voix, toujours actives et prospectives, etc., etc. Comme je vous disais tout à l'heure, bien des choses que je dis ne seront pas tout à fait vraies. Le tout donc ne fonctionnant pas très bien, ce qui donc ouvre des espaces, on le sait bien, des espaces, des espacements. Puis la génération vitaliste des années 90 en France, qu'ont incarné la revue Littérature Générale d'Olivier Cadiot et de Pierre Alféry, ainsi que la revue Java, qui était d'ailleurs un tout petit peu antérieure il me semble, co-animée par Jean-Michel Espitalier, Vanina Maestri et Jacques Sivan. Donc cette génération vitaliste, pourrait-on dire, a été accueillie par les écoles d'art à bras ouverts, l'université s'intéressant à autre chose. Des invitations, des workshops, des recrutements parfois, des lieux spécifiques donc dessinent une géographie institutionnelle, fructueuse, nous l'avons évoqué, informelle aussi. Les étudiants curieux, informés, incluent du texte à leur travail, s'intéressent à la poésie visuelle, sonore, ils écrivent, ils osent des récits, des dialogues, des fragments, ils montent du texte et les assemblent comme ils font aussi du côté visuel, de même qu'ils filment, ils pratiquent le son, la performance. Tout cela est su et vrai et reconnu, et les temps sont heureusement révolus peut-être, où de similaires intrusions suscitaient sans doute la méfiance, voire même étaient discriminées. Mais ce paysage idyllique, proto-institutionnel ou en voie de l'être, surtout s'avère obsolète. Et qu'est-il advenu, soudain mais aussi très lentement, qui bouleverse à ce point la donne, tant en plan local qu'internationalement en réalité? Par-delà l'époque, la mode, la passion, la morale, on y verra surtout l'aboutissement d'une double conjonction, de ce que j'appellerais un super challenge engageant et discret au long cours, de tectonique des plaques, des pratiques artistiques les plus irrésistibles. Quand je dis ça, ce n'est bien évidemment pas moi non plus tout à fait qui parle. D'une part, il s'avère que les pans viables et dynamiques de la poésie, de la littérature expérimentale, ou de la littérature expé, comme on disait autrefois, se sont enfin détachés de la littérature, laquelle, éditorialement en France, a achevé d'expulser les derniers espaces hétérodoxes de la création écrite, relégués d'ailleurs et marginalisés déjà dans l'espace public et médiatique. La relève, qui vient d'Internet, se met en place, mais les processus de filtrage, peut-être un peu en raison de quelques désirs très narcissiques, cafouillent légèrement, ce qui d'ailleurs peut être assez intéressant. Mais les écoles d'art ont été là, et elles accueillent cette littérature hétérodoxe, néo-transgenre, pourrait-on dire, de même qu'elle a accueilli, qu'elle continue à accueillir la vidéo, qui prolonge à la fois un cinéma expérimental et un cinéma documentaire, et le tout a été encaissé, pourrait-on dire, par ces écoles d'art qui servent, et dont la raison d'être est aussi, et c'est très bien, de servir un peu en quelque sorte de voiture balai. Même si je ne sais pas exactement ce que c'est qu'une voiture balai d'ailleurs comme image, mais je pense que l'image est intéressante parce qu'elle induit un aspect un peu péjoratif de la chose, tout en ayant aussi une fonction lustrale qui est là. Évidemment, ces écoles d'art sont à la fois peut-être des lieux de bain, pourquoi pas d'ailleurs, j'y avais jamais pensé, de bain collectif, mais je pensais plutôt à des lieux de soins. Je pense que le corps enseignant soigne les étudiants, qui nous soignent aussi en principe. De part et d'autre. Parce que tout simplement, donc, cette production, la production à peu près vidéo comme la production poétique, la production vidéo, les choses ont bien évidemment quand même changé. Comme la petite enfance handicapée ou le quatrième âge ont besoin d'être pris en charge. Les écoles d'art sont là. On le disait, Enzo Corman le disait, la poésie est cette enfance constante dont on ne peut pas tirer forcément grand-chose, qui se maintient permanemment dans un âge critique, lequel perdure au-delà du raisonnable. L'enfance étant celui qui n'a pas acquis le langage, ce qui est d'autant plus audacieux quand il s'agit alors justement de parler ou d'écrire, oxymore par excellence, qui, dénudé d'efficace, ne peut qu'en posséder encore plus. L'indéniable avantage est que cette poésie se trouve en principe, en tout cas, débarrassée du moins des acceptions ringardes et confite en poétisme nul et inconceptuel. On remerciera d'ailleurs une nouvelle fois Emmanuel Ocar, qui circule et qui continue, et c'est d'ailleurs très bien aussi, qui continue à circuler sous ce même nom. De l'autre, l'art contemporain, dont le devenir missionnaire est de tout emporter,
Après avoir fait subir quelques soubresauts et déplacements à la littérature, se voit impacté à son tour de front. Donc par quoi d'ailleurs Lionel constatait, mais moi aussi, rétrospectivement, des figures bibliques surgissent à notre grand étonnement. David contre Goliath, insubmersible et réjouissant, l'art contemporain s'avère à son tour multiforme, vaguement défendant, réverbéré, harponné par ce truc ringard, déliquescent, etc., donc qui est la poésie, laquelle acquiert une sorte de désirabilité, notamment par son inutilité. La littérature, c'est l'argument classique, ça ne sert à rien, donc c'est forcément très appréciable. Il ne s'agit pas non plus là de rejouer ou de renouer le perpétuel revival des liens qui ont été très forts entre poésie et avant-garde, bien sûr, bien que nous avons appris à fantasmer, et c'est une excellente chose, que nous continuons à fantasmer, mais pourrait-on dire la conviction en moins, donc émerge et se diffuse à toute allure un nouveau paradigme artistique, flou, prospère, pragmatique, un peu nul néanmoins, international réseauté, textualiste en tout cas. On a beau tempêter ou cracher quant à l'art contemporain cynique opportuniste, mais celui-ci a l'inconscience active, dans ces lieux de tempérance en tout cas que sont les écoles d'art, de se soucier de ce qui advient. Non par dévouement, bien évidemment, mais en vertu des arcanes et agencements étranges que le monde et les mondes de l'art fabriquent. Après donc des tentations rock, pop et punk, un petit tour par le spectacle vivant, sous un vocable indéterminé, qu'on aura tout intérêt à ne surtout pas qualifier trop vite, au risque de le fossiliser déjà, intermédiaire obovo, intergénérationnel, ça c'est pas si sûr, et mondialisé, mais rien à voir avec le tout monde, la poésie littérature expérimentale vivifiée devient art contemporain à part entière. En vertu notamment de cette apologie qui persiste donc dans le grand récit de l'art contemporain jusque dans ses prolongements les plus mercantiles actifs, de ce lien merveilleux entre la création, l'art, etc. Le vif, l'inattendu, le neuf, le résurgent, l'ultime dépôt de technique et de savoir, pour paraphraser le poète et photographe Denis Roche, se trouve être textuel. Autre surprise en interne à ces écoles d'art, la réforme LMD, licence master, doctorat de Bologne, et l'obligation du mémoire, travail réflexif d'articulation et d'intelligibilité dans et avec le langage, qui a contraint les étudiants à devoir tout simplement faire quelque chose. Démunis donc des linéaments d'une écriture académique, ces étudiants se sont accaparés de ce qui leur venait littéralement sous la main, à savoir leurs propres écritures ordinaires. On verra aux travaux, si on veut faire savant, de Daniel Fabre. Donc, savoir ordinaire, fait de savoir, c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, d'approximation terminologique et de technologie à domestiquer. Ce à quoi précisément travaille la littérature post-avant-gardiste, qui existe en France depuis une cinquantaine d'années, si ce n'est plus ou un peu moins, de très grande qualité, dont on se préoccupe assez peu, là aussi à juste titre. Les étudiants orientés, donc, font razzia et pillent alors sans vergogne les somptueux instruments et raffinements techniques d'une poésie au sens extensif du terme, d'une narration sous condition, avec un instinct très sûr qui les porte naturellement vers le meilleur, le plus actif. Ils bricolent avec énergie, beaucoup de sérieux et aucun humour, des agencements signifiants, un continuum efficace, intrigant, sans doute illégitime, un assemblage narration-investigation, document-parole, mais qui marche et qui construit, j'ai oublié de dire que dans cette école où j'enseigne à Lyon, je m'occupe à la fois d'une chose qui s'appelle la station d'art poétique, qui avait été cofondée par Patrick Valdois et Jean-Marie Glaise lorsqu'il lui-même s'occupait du centre d'études poétiques à Lyon, et je m'occupe aussi du suivi des mémoires. C'est pour ça que donc, je me permets d'imbriquer, tout en empiétant sur la discussion de demain peut-être, mais voilà. Donc, élément donc de compréhension et de préhension du réel. On en aboutit à cette situation que poésie et littérature infusent directement le mémoire de master en école d'art. Car réflexion égale métadiscours égale création égale autofiction, qu'on le veuille ou non, ou inversement égale oralité, puisque, on s'en souvient, le mémoire fait l'objet d'une soutenance publique. Le dispositif mémoire, dans ce contexte très particulier et local des écoles d'art, est alors l'enjeu nodal de la création artistique pratique à venir, dans son destin bien évidemment conceptuel, ce que les étudiants ont parfaitement compris. Comme à l'ancienne, mais en plus décontracté, l'objet d'art et de l'art, quel qu'en soit son support, est une poéticité performée, incarnée, on remerciera encore là aussi des tas de gens. Ainsi, la poésie en école d'art, laquelle, précisons-le, n'aboutit pas à tout coup à l'écriture de quoi que ce soit. C'est littéralement l'Éden, ces fleuves et ces langues implémentées à remonter, explorées, laissées dévier, repartant sur des masses
parce qu'on écrit beaucoup finalement aussi, sur des masses émulsifiées et vers des finalités. Il s'agit d'une poésie ou d'une narration sans poésie, en prose naturellement, mais pourquoi pas, puisque je sens poindre ça, on en est aussi en train de recycler les formes les plus classiques héritées de la longue histoire poétique. Nous en sommes arrivés à faire, hélas, une sorte de postmodernité qui ferait l'économie ou l'oubli du moderne. Un univers romanesque dénué d'action, de personnages, de situations. Un espace décolonisé dont il serait imprudent, qu'il serait en tout cas imprudent de juger ou de préjuger à l'aune notamment de l'art d'écrire d'autrefois. Le plus raisonnable serait sans doute d'ailleurs de ne pas trop y penser, de ne rien en dire, de laisser aller à devenir cette littérature graphique parlante, qui, je reviendrai peut-être un peu, qui ne nécessite pas d'ailleurs, qui nécessite d'autres formes de publicité ou de publicisation, bien évidemment. Alors ça c'est très subjectif. Littérature qui me paraît tout aussi étonnante que ça puisse paraître, mais nous sommes quand même ici à Cergy-Pontoise, redevable d'Éric Rohmer, cinéaste, de David Hockney, peintre, mais aussi de Rémi Zaog quand même, de Carlo Ginzburg, historien, de Jeanne Fabre-Saada ou de Jack Goody, des anthropologues. Mais avec néanmoins quelques noms, nous les avons tous en tête, nous n'avons pas besoin d'y penser. Cela à la fois exactement à voir et s'avère être tout à fait différent de ce que les cercles pratiquants en poésie continuent à fabriquer. Pourtant, en soi, les objets se ressemblent, voire même seraient interchangeables, mais les usages et leur circulation, non. L'incompréhension sans doute ne fait que débuter, ce qui n'a guère d'importance. Ces jeunes gens qui fabriquent quelque chose sont ailleurs. Ils usent de la littérature, d'une littérature usée, bien évidemment. Roubaud parlait en son temps de la vieillesse d'Alexandre, au sens ultra-libéral du terme, laquelle est et sera centrale, mais nulle part. Elle sera, ou elle est sculpturale le plus souvent, nourricière, discutée, designée, théâtralisée, testée, parlée, elle est numérique, elle est déléguée, une littérature qui de plus, c'est ça qui est assez extraordinaire, qui leur rapportera même de l'argent, des plaisirs, des formes de vie, des pratiques, qui sera utilitaire, supportable, c'est-à-dire sur d'autres supports, déprogrammée de son impératif de désintérêt désintéressant, elle sera amène, elle est amène, heureuse, aimable, aimante, beaucoup d'amour, malgracieuse et clairvoyante aussi, formelle et dissoute, incarnée et vitale. Et pourquoi d'ailleurs y a-t-il quelques personnes à chaque fois qui s'intéressent à ce genre de choses, outre leur intérêt naturel, à propos duquel il s'agit d'être un peu précautionneux. Peut-être parce que ces très jeunes artistes pressentent exactement que la poésie est un laps, un lacis, un temps, des échos qui affolent les paramétrages infernaux de l'art contemporain auquel ils se destinent, ce qui, à contrario, peut leur valoir allongement, prélèvement et prolongement. Car si naturellement on n'est pas sérieux à 17 ans, comme le prescrivait Rimbaud, il est certes qu'eux en ont un peu plus et qu'ils le sont excessivement sérieux, 50 ou 60 ans plus tard, on est toujours là, en principe, en tout cas plus ou moins au travail. Seulement cette littérature, et là je vais un peu abréger, cette littérature n'a que peu à voir sans doute avec ce qui circule sous ce même nom et quasi parfois le même aspect dans des espaces autres, imaginaires, médiatiques et éditoriaux. Cette littérature produite, j'en dis quelques petites choses simplement, n'est jamais seule. On ne doit pas d'ailleurs la considérer en tant que telle. Elle accompagne et s'accompagne. Elle est souvent d'ailleurs de nature collaborative et inclut une réelle division du travail, des tâches précises qui fonctionnent très bien dans ces lieux que sont les écoles d'art. Elle impose alors d'autres modes de circulation, on l'a vu, et surtout elle ne rend jamais seule. Il lui reste de son passage à l'âge grammatical une dimension adverbiale, mais adverbiale de circonstance pour être plus précis, avec des processus de symbolisation à propos desquels il aurait fallu parler, dont j'aurais pu dire quelque chose, mais je ne sais pas. Elle s'avère, contrairement à ce que j'ai pu entendre dire, dans une logique non pas du tout de singularisation ou de recherche de la singularité. Moi, ce qui me paraît plutôt fort, c'est le désir d'un très fort conformisme, mais bien évidemment dans une forme hybridée qui explose, ou qui fait exploser bien évidemment les formats dont on a hérité. Elle
Elle travaille ou elle s'intéresse plutôt aux régularités, elle introduit des variations, que ce soit dans l'ordre de la narration, de la description, dans un souci de connaissance et de reconnaissance d'un genre qui va de pair avec une reconnaissance sociale, avec une cooptation, avec la constitution d'autres réseaux, d'autres lieux. C'est une littérature qui travaille l'intérêt, intéressée à dépasser l'autonomisation des activités artistiques, submergées par leur propre inintérêt. Cette notion d'inintérêt me paraît aussi assez intéressant au sens où elle introduit et elle travaille quelque chose qui serait de l'ordre d'une mise à distance ou d'une défictionnalisation qui nous serait particulièrement nécessaire dans un univers surfictif et surfictionnalisé. On a vu ça malheureusement ces derniers temps. Et peut-être justement, à sa manière, cette micro-littérature, quand je dis micro-littérature, il n'y a rien de péjoratif, il va sans dire, nous permettrait peut-être de tenir à distance une sorte de submersion par la fiction qui, il me semble, en tout cas je parle à titre très personnel, semble engloutir nos vies ou à défaut l'idée que l'on se fait de nos propres existences. Voilà, donc j'aurais aimé parler aussi de la dimension érotique, de la dimension de la confusion des langues, de la dimension aussi de scénographie intérieure, qui a l'avantage aussi, notamment par la présence bien souvent d'éléments textuels, en général de référence à des œuvres canoniques, de permettre notamment à des collectionneurs, parce qu'on n'oublie pas quand même que c'est un art, donc voilà, de produire des lieux qui permettent à des individus qui n'ont ni le temps ni l'usage de lire, d'être quand même en circulation avec ces éléments textuels. Je citerai peut-être la fameuse phrase que le poète Claude Royer-Journeau, à propos de la poésie, invoque ou invoquait régulièrement, de poésie en termes de métier d'ignorance. Nous sommes maintenant dans une situation plutôt de professionnalisation de l'ignorance ou de l'incompétence, ce qui là aussi n'est pas du tout péjoratif. Bref, j'aurais voulu finir sur cette affaire de peinture murale, que tout simplement, notamment parce que j'ai un peu essayé d'être méchant et que ça n'a pas été donc un grand succès, mais ça ne fait rien. Donc j'aurais voulu plutôt terminer sur un mot amen, à savoir que cette littérature en école d'art constituerait plutôt une invisible et gigantesque peinture murale tendue qui irait, du moins dans mon esprit, de celle que Klossowski évoque dans La vocation suspendue, aux travaux de Rémy Zaog, plus précisément ce qu'il avait fait pour le laboratoire de recherche Roche à Bâle, construit par Herzog et de Meuron. Peinture murale sur laquelle il serait écrit une phrase, non subliminale d'ailleurs, une seule phrase, mais bien évidemment une phrase que nous ne parvenons pas à lire, qui s'avère néanmoins lisible pour certains d'entre nous. La phrase n'est naturellement pas la même pour chacun, mais chacun est sommé de la regarder. La regarder n'est pas forcément la lire d'ailleurs, et la plupart des personnes présentes n'éprouvent pas le besoin de regarder ou de déchiffrer, ou de comprendre peut-être. C'est en soi peut-être dommage, mais cela ne l'est pas. Merci. Merci, Jérôme. Une belle image finale de la peinture murale qui d'un coup me fait apparaître le livre. Merci. La jongleur. Oui, mais jongleur, c'est éclairant.